Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'estimation des paramètres alpha et bêta de la droite de régression linéaire. Mais avant cela, une petite remarque concernant une hypothèse du modèle relative à la variable explicative que le modèle suppose que cette variable explicative x est non aléatoire. Donc remarque à propos de l'hypothèse, la variable explicative x est non aléatoire. En fait, cette hypothèse, pour la respecter, elle repose sur un plan d'expérience assez particulier. Cette, disons, condition, comme quoi la variable explicative au niveau du modèle est non aléatoire, cette condition suppose au préalable l'utilisation d'un plan, ce qu'on appelle d'un plan d'expérience particulier. On va expliquer ça à travers un exemple. Supposons qu'on veut étudier l'impact du taux d'engrais sur les rendements d'une production céréalière donnée. Exemple, effet du taux d'engrais sur le rendement d'une culture céréalière. On va poser x, c'est la variable taux d'engrais, c'est-à-dire exprimé en kilos par hectare. Y, c'est le rendement exprimé en tonnes par hectare, et on a n parcelles sur lesquelles on va effectuer l'expérience. Comment s'effectue du moment qu'on considère que la variable x ici, le taux d'engrais, n'est pas aléatoire, ça veut dire qu'on effectue un choix planifié des valeurs du taux d'engrais de x, à savoir, du moment qu'on a n parcelles, on va prendre, pour la parcelle 1, elle va contenir x1 taux d'engrais, x2 pour la parcelle 2, etc. jusqu'à un taux d'engrais de xn pour la parcelle n. Donc ce sont des valeurs déterminées en dehors du modèle et elles ne sont pas aléatoires, puisqu'ils sont déterminés arbitrairement pour les besoins de l'expérience. Par contre, au niveau de chacune de ces parcelles, on peut obtenir pour la même dose d'engrais des rendements différents. C'est pour cela qu'on considère que la variable y, qui est le rendement, est plutôt aléatoire. La preuve, c'est que si on refait l'expérience pour une parcelle et en utilisant la même dose d'engrais, on obtient des rendements différents. C'est pour ça qu'on considère que le rendement, c'est-à-dire la variable à expliquer, le rendement y, est aléatoire. Et donc, le rendement, c'est-à-dire la variable y, est aléatoire. Pourquoi? Parce que si on renouvelle l'expérience au niveau parcelle et avec le même d'engrais, on obtiendra un rendement différent. Voilà un peu le plan d'expérience, c'est-à-dire qu'on choisit arbitrairement des valeurs pour la variable x, donc elle est non aléatoire. Par contre, la variable y, elle est bien aléatoire, comme on l'a vu à travers cet exemple, et surtout en utilisant ce plan d'expérience ou bien ce plan de sondage assez particulier. Mais en général, cette condition n'est pas toujours respectée. En effet, prenons par exemple l'étude de la relation entre le poids et la taille d'une population donnée, dans laquelle on va tirer un échantillon de n individus, et de cet échantillon, on va essayer d'étudier deux variables, à savoir la taille et le poids, et de voir un peu la relation, s'il y a un impact de la taille sur le poids des individus de cette population. La taille, ça sera la variable explicative, x, et le poids, la variable à expliquer. Donc, le mode de tirage de cet échantillon, c'est un tirage aléatoire de n individus à partir de cette population. Et donc,
ce tirage va générer un couple de variables aléatoires x et y, à savoir x pour la taille et y pour le poids. On voit que si on fait une analyse de régression par le biais de cet exemple, donc on voit que si on fait cette régression, il y aura une violation de la condition à la variable explicative x plutôt aléatoire. Mais en général, dans les études, les statisticiens et les praticiens s'accordent à dire que cette condition n'influe pas tellement sur la qualité de l'estimation des paramètres, qui est l'objet principal de la régression linéaire, l'estimation des paramètres alpha, bêta. Un ouvrage que je vais vous citer et qui donne plus d'informations concernant cette hypothèse, il s'agit de l'ouvrage que vous pouvez trouver sur le site, sur Internet. Je vais donner son intitulé. Pour plus de détails et d'explications concernant cette condition, on peut consulter l'ouvrage intitulé Statistiques, la théorie et ses applications, seconde édition, de Michel Lejeune. C'est l'auteur. Édition Springer. Je pense que vous pouvez le trouver en format de PDF sur Internet. Voilà un peu cette remarque que je devais faire avant d'aborder l'estimation des paramètres. Pour l'estimation de ces paramètres, on peut utiliser deux procédés. Le premier procédé qu'on a déjà vu dans le cadre d'une vidéo concernant la droite de régression linéaire, c'est la méthode des moindres carrés. La seconde approche qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est la méthode du maximum de vraisemblance. Donc, pour ceux qui veulent voir un peu comment on a procédé pour la méthode des moindres carrés, je les renvoie vers la vidéo intitulée Statistiques à deux variables, partie 2.3, droite de régression linéaire. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est la méthode du maximum de vraisemblance. L'intérêt de cette méthode, par rapport à celle des moindres carrés, c'est qu'elle va nous permettre non pas d'estimer deux paramètres, mais plutôt trois paramètres. N'oublions pas que le paramètre variance de l'erreur est inconnu. Donc, les paramètres à estimer sont paramètres à estimer, alpha, bêta et également la variance de l'erreur. Donc, je rappelle le modèle théorique. Modèle théorique YI égale alpha plus bêta XI plus epsilon I. XI, comme on l'a dit auparavant, c'est une variable non aléatoire. Et comme l'erreur est aléatoire, donc automatiquement la variable YI est également aléatoire. I variant de 1 jusqu'à n observations. Donc pour estimer alpha et bêta, donc je rappelle, par le biais d'un schéma, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on partait d'un nuage de points au niveau d'un graphique. Donc on a un ensemble de points, XY, et on essayait de faire passer une droite qui représente au mieux ce nuage de points. D'abord, le nuage de points devait avoir une forme, disons, étirée pour pouvoir être estimé par une droite de régression linéaire. Donc, on essayait de faire passer un nuage de points, y est égal à x plus b. Et on avait estimé les coefficients a et b par la méthode des moindres carrés. Ici, ce que l'on va faire, c'est plutôt utiliser, comme je l'ai dit, la méthode du maximum de vraisemblance pour estimer les paramètres de la droite de régression. Donc, on va effacer tout ça. Mais avant cela, posons déjà quelques statistiques. Par exemple, la moyenne de la variable non aléatoire notée par x var est égale à 1 sur n sigma de xi pour i variant de 1 jusqu'à n. Du moment que y est une variable aléatoire, la moyenne de cette variable aléatoire est estimée par la statistique qu'on va noter en majuscule. Y bar est égal à 1 sur n sigma PYI pour i variant de 1 jusqu'à n. On aura besoin de ces deux statistiques dans le cadre de l'estimation des paramètres. Pour identifier les estimateurs de alpha
bêta et de la variance, on utilise la méthode du maximum de vraisemblance. On va noter MMV. Donc, je reviens, bon, ici, peut-être qu'il faut MMV pour méthode maximum de vraisemblance. Pour cela, déjà, on doit d'abord montrer que YI suit une loi normale de moyenne alpha plus bêta xi et variance. La même variance que celle de l'erreur. Montrant que YI, déjà, elle est une loi normale. On a vu que, montrons déjà que YI suit une loi normale. En effet, on a le modèle théorique YI est égal à alpha plus bêta xi plus epsilon i. Comme par hypothèse, on a LPI est une loi normale de paramètres 0 et variance, ou bien écart type. Donc ici, on note variance. Donc la somme d'une constante plus une variable aléatoire qui est normale donne une loi normale également. Donc YI suit bien une loi normale qu'on va identifier ses paramètres, sa moyenne et son écart type. Donc l'espérance de YI est égale, on la remplace par l'équation du modèle théorique, c'est alpha plus bêta xi plus epsilon i pour tout i variant de 1 jusqu'à 1. Or, parmi les propriétés de l'espérance, on peut décomposer cette somme en plus l'espérance. Or, alpha et bêta xi, ce sont des constantes. Donc, ça donne alpha plus bêta xi plus l'espérance. Par hypothèse, on a l'espérance de epsilon i égale à 0, quel que soit i variant de 1 jusqu'à n. Donc, l'espérance de YI est égale alpha plus bêta xi pour i variant de 1 jusqu'à 1. Maintenant, on passe au calcul de la variance de la variable aléatoire YI. Variance. Et là aussi, on va utiliser une propriété de la variance du moment qu'on a le fait que alpha plus bêta xi s'agit d'une constante, du moment que xi n'est pas aléatoire, donc elle est une valeur donnée. Et également, alpha et bêta, ce sont des paramètres. Donc, c'est une constante. Et donc, on sait que une des propriétés de la variance pour une variable z plus une constante c est égale à la variance de z. Hein? Donc, on a utilisé ces deux éléments pour montrer que la variance de YI est égale à la variance de epsilon i, variance de YI est égale à la même variance que celle de l'erreur. Donc on a montré que YI suit une loi normale de paramètres alpha plus bêta xi, c'est l'espérance de la variable aléatoire, et sa variance. Donc voilà un peu le résultat qu'on va utiliser par la suite. Maintenant, on va passer à proprement parler de l'estimation des paramètres par le biais du maximum de vraisemblance. Paramètres, alpha, bêta et la variance, il est inconnu aussi par la méthode du maximum de vraisemblance, MMV. Donc on sait que YI suit une fonction de densité normale, donc la fonction de densité de YI selon les paramètres alpha, bêta et variance égale à 1 sur racine de variance, racine de 2pi, exponentielle moins 1 demi variance sur variance, YI moins l'espérance de YI, à savoir alpha plus bêta xi, le tout au carré. Voilà la fonction de densité conditionnelle
de y, sachant x est égal à xi. Et on sait que par hypothèse, les yi sont indépendantes. Donc on utilise la fonction de vraisemblance, à savoir le produit des fonctions de densité des yi. C'est-à-dire on va noter la fonction de vraisemblance par v, y1, y2, yn pour les paramètres alpha, bêta et variance égale, du moment que les y sont indépendants, c'est le produit des densités variant de 1 jusqu'à n de f de yi, alpha, bêta, gamma, paramètres, sachant le produit des fonctions de densité conditionnelle de y. Si on fait les calculs, si on remplace les fonctions de densité par leur expression, on obtient, pour chercher les maximums, maintenant précisons que ici, les yi, ce sont les observations, donc ce sont des valeurs qu'on connaît. Également, la valeur xi. Par contre, les paramètres ici, ils sont considérés comme des variables qu'on va chercher. Donc, on va chercher à maximiser la fonction v au point alpha, bêta et variance au carré pour lesquelles cette fonction de vraisemblance est maximum. Pour cela, on va passer à la fonction logarithme. Donc, en prenant le log, le logarithme népérien, le log de la fonction de vraisemblance de v, y1, y2, yn, alpha, bêta et variance, on a donc, afin de trouver les valeurs qui maximisent cette fonction, les valeurs de alpha, bêta et variance maximisent cette fonction, on doit calculer les dérivées partielles pour chacun de ces paramètres alpha, bêta et variance. Donc, on obtient le système suivant. Voilà les trois équations du système. Dérivée partielle par rapport à alpha, dérivée partielle par rapport à bêta, dérivée partielle par rapport au paramètre variance. Donc on va essayer de résoudre ce système pour trouver les valeurs estimées alpha, bêta et de la variance. Je vais marquer pause, je vais faire les calculs et je reviens vers vous. À partir de la première équation de ce système, on a somme des yi moins alpha moins bêta xi sur la variance est égale à 0, où on obtient que sigma des yi moins n alpha moins bêta somme des xi égale à 0. Si on divise par n, donc on obtient y bar moins alpha moins bêta x bar. Donc alpha est égal à y bar moins bêta x bar. Donc on retient ce résultat qu'on note sous l'équation 4 et on résout la seconde équation, donc en introduisant le symbole sigma pour chacun de ces membres de l'équation, on obtient sigma des xi, yi, c'est le produit de i variant de 1 jusqu'à n, moins alpha, c'est une constante, donc on la sort de la somme, sigma des xi pour i variant de 1 jusqu'à n, moins bêta, somme des xi au carré, égale à 0. Et si on remplace alpha par sa valeur obtenue au niveau de l'équation notée 4, on obtient sigma des xi, yi moins y bar sigma des xi plus bêta x bar sigma des xi moins bêta sigma des xi au carré. En divisant par n cette nouvelle équation, on obtient sigma des xi, y divisé par n, moins y bar, x bar, le produit de deux moyennes, plus le bêta que multiplie le carré de la moyenne des x bar au carré, moins bêta sur n, sigma des xi au carré. Tout ça, c'est pour faire ressortir des calculs qu'on a déjà trouvés. Sigma des xi, yi sur n moins x bar, y bar, ce n'est que la covariance de xy, moins bêta
produit de sigma de xi au carré sur n moins x bar au carré, ce n'est que l'expression de la variance de x. Donc, on a en fin de compte que cos de xy moins bêta variance de x égale 0. Et je rappelle que ici, x et y, ce sont les données observées. C'est pourquoi je les écris en minuscules. Donc, l'estimation du paramètre bêta et alpha, qu'on va noter par alpha chapeau et bêta chapeau, ce sont des valeurs estimées, c'est-à-dire calculées, observées. Que je note ici en bleu, ce sont des estimations. Bêta chapeau, c'est la covariance de xy sur la variance de x. Et alpha chapeau, c'est la y bar moins le bêta chapeau x bar. Mais n'oublions pas que y, c'est une variable aléatoire. Et donc, si par exemple, on change les données observées au niveau de y, on obtient des données différentes. Pour revenir à l'exemple des rendements des parcelles cités auparavant, c'est-à-dire l'exemple des doses de phosphate distribuées pour n parcelles, et si on renouvelle la même expérience, c'est-à-dire qu'on garde la même dose de phosphate retenue pour chaque parcelle, ici la dose de phosphate c'est la variable x qui n'est pas aléatoire, donc, et pour les mêmes parcelles, on obtiendra néanmoins des rendements différents, c'est-à-dire que y, c'est-à-dire le rendement, dans ce cas est bien aléatoire, bien qu'on garde les mêmes conditions de l'expérience précédente. Pour cela, au lieu de parler d'estimation d'alpha et bêta, on parle d'estimateur d'alpha et bêta, que je note ici en rouge. B, c'est l'estimateur de bêta par la covariance de x, y sur variance de x. Et notez bien ici que je note y par une majuscule pour faire référence qu'il s'agit d'une variable aléatoire et non de la donnée observée. De même, au niveau de l'estimateur de alpha, c'est y bar en majuscule moins b x bar en minuscule. Y bar, c'est l'estimateur de la moyenne de la variable aléatoire y. Reste maintenant à calculer l'estimation de la variance. Pour cela, on prend l'équation 3 du système et on essaye de la résoudre. Voilà, en simplifiant, on obtient n fois la variance de plus sigma de i variant de 1 jusqu'à n de yi moins alpha plus bêta xi, le tout au carré, égale à 0. Et donc, la variance est égale à 1 sur n sigma de yi moins alpha moins bêta xi, le tout au carré. Donc, l'estimation qu'on va prendre pour la variance est égale à 1 sur n sigma de yi moins alpha chapeau, bêta chapeau, xi, le tout au carré, divisé par n, bien sûr. Et bon, ça c'est l'estimation de la variance, puisqu'on a les données observées. Et si on se réfère également, comme pour le cas de alpha et bêta, comme quoi la variable y, c'est une variable aléatoire, et donc un estimateur de la variance pour le cas général, qu'on va noter t, est égal à 1 sur n sigma yi. Là, je notais que c'est écrit en majuscule pour montrer que là, il s'agit d'une variable aléatoire, moins a plus b x bar, le tout au carré. On prend les estimateurs de alpha et bêta pour calculer l'estimateur de la variance. Voilà un peu les estimations et les estimateurs des paramètres alpha et bêta. Reste à souligner, bien sûr, qu'il faut vérifier que ces données trouvées par ce système de dérivées partielles constituent un maximum. Pour cela, on doit calculer la matrice des dérivées secondes et vérifier qu'il s'agit bien d'un maximum. Et donc, les paramètres trouvés, la valeur de ces paramètres constitue bien un maximum pour la fonction de vraisemblance. Et reste également à souligner que les estimateurs trouvés au niveau par le biais du maximum de vraisemblance sont
identiques, sont égales à ceux obtenus par la méthode des montres carrées. Sauf qu'au niveau de la méthode des montres carrées, on ne trouve que des estimations de alpha et bêta et non de la variance. Voilà qui achève cette vidéo. Dans la prochaine, on va essayer d'aborder un peu les propriétés de ces estimateurs. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!